Okay, good. Bonjour à tous, welcome everyone. On va maintenant, c'est notre dernière session théorique pour le cours base du génie biomédical, GBM 6125. Mon nom est Julien Cohen-Haddad. Donc, on va démarrer cette session. Avant de démarrer, comme toujours, on va faire un bref rappel des points qu'on a vus au cours précédent. Quand est-ce qu'on doit utiliser des statistiques multivariées? Quand on a envie d'analyser plusieurs variables aléatoires qui sont mesurées chez un même sujet, par exemple. Okay. Mais de façon plus générale, c'est quand on a à analyser plusieurs variables qui pourraient potentiellement, disons, interagir entre elles. Okay. Donc, l'un des objectifs, justement, c'est de détecter et de quantifier ces relations qui unissent ces variables. Alors, on peut les quantifier en faisant simplement des calculs de corrélation, okay, c'est-à-dire des régressions linéaires. En fait. Un diagramme de dispersion, ça sert à visualiser des possibles corrélations entre deux variables, okay, et puis potentiellement faire une analyse discriminante pour pouvoir séparer des ensembles de points, des groupes, selon plus qu'une variable. Okay. Matrice de corrélation, c'est aussi un outil très utile. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Ça permet d'avoir une sorte de snapshot en fait, pour explorer toutes les possibles corrélations entre les variables avec lesquelles vous travaillez, soit âge, poids, taille ou autre. On a également parlé des régressions linéaires multiples. Donc c'est un outil très efficace qui permet d'exprimer en fait ou d'expliquer une variable dépendante. Ça peut être un score clinique par exemple. Okay, si vous cherchez à développer des biomarqueurs, vous allez vouloir expliquer une certaine variable, score clinique, score fonctionnel, avec plusieurs variables indépendantes. Okay, on les appelle indépendantes parce qu'elles sont censées justement être indépendantes les unes des autres. Condition d'application, c'est que les résidus sont gaussiens et variance uniforme. Variance uniforme le long de chacun des axes, ce qu'on appelle aussi homoscédasticité. Ça, c'est une revue. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci? Any questions? Okay. Monsieur, les résidus, c'est bien les distances entre la courbe et le point? Exactement, exactement. Okay. Ce qu'on appelle aussi epsilon par convention. Mais Okay. tout à fait. C'est-à-dire que si on prend tous ces epsilon i et qu'on en fait un histogramme, cet histogramme doit être gaussien, okay, centré en 0. Ok, merci. Alors, un chercheur aimerait prédire l'évolution de la sclérose en plaques en fonction du nombre de lésions dans le cerveau, en fonction de l'âge. Okay. Là, il a 4 choix possibles. Calculer le coefficient de Spearman entre le nombre de lésions et l'âge, faire une régression linéaire entre le nombre de lésions et l'âge, faire une régression quadratique entre le nombre de lésions et l'âge, ou diviser les patients en 2 groupes d'âge, les jeunes et les âgés, et puis faire un test de student avec le nombre de lésions. En fait. Okay, donc, comparaison de moyenne qui correspond à la moyenne du nombre de lésions entre les 2 groupes. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire? Puisqu'on est en live maintenant, je vais pas vous donner la réponse tout de suite. Je vais attendre que quelqu'un se jette dans l'eau. Bah, moi, je pense que j'ai la réponse. Super. Alors, qui parle? Ah, c'est à Tim, monsieur. Ah, Tim, ok. Alors, vas-y, Bah, Tim. je pense que s'il veut prédire, il va falloir qu'il fasse une régression linéaire. Il va avoir une équation et ensuite
euh, deviner le Y par rapport à un X donné, par exemple. Effectivement. Régression linéaire, c'est généralement la première chose qu'on fait en faisant du coup l'hypothèse qu'on a on a une distribution gaussienne des résidus. Qu'est-ce que vous pensez du 4? Ben, déjà, s'ils séparent les groupes entre jeunes et plus âgés, les résultats ils vont être un peu biaisés parce que c'est pas comme si les groupes peuvent être comparés. C'est pas comme si les groupes peuvent être comparés, c'est-à-dire pourquoi? Ben, je pense qu'il y aura, enfin, par exemple, le facteur âge qui va entrer en compte alors que, enfin, je sais pas comment expliquer. Ben justement, le facteur âge, c'est une variable. euh, c'est une variable indépendante ici. Right? Donc, c'est justement ça. De la même manière que quand on fait une régression linéaire en fonction de l'âge, ben, l'âge varie lui aussi. On est d'accord? Ouais. 4, est-ce que ça ne ferait pas simplement nous dire qu'il y a une différence statistique ou pas entre les deux groupes, mais sans nécessairement nous donner la capacité de prédire? De prédire quoi? Ben, parce que là, on se dit prédire l'évolution du MS OK. dans le temps. Là, on verrait qu'il y a une différence statistique entre les deux. Donc, oui, il y a un changement, mais est-ce qu'on peut réellement le quantifier avec cette technique-là? OK. C'est un très bon point. Très, très bon point. C'est un très bon point. Effectivement, on ne peut pas prédire. Alors après, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot prédire. Mais si on aimerait finalement construire un modèle, je pense que c'est ça que tu avais en tête, c'est qu'il faut effectivement faire une régression linéaire de telle manière à pouvoir ensuite, pour n'importe quel âge, avoir un modèle de prédiction sur le nombre de lésions. Okay. Le numéro 4, il n'est pas complètement faux, en fait. Ça se fait souvent. Ça permet notamment d'augmenter un petit peu la sensibilité. Si on a une suspicion que l'âge est un facteur potentiel, alors on va faire un test de student. On va arbitrairement choisir un âge, un seuil, en fait, pour pouvoir séparer les deux groupes. Euh, Et puis, ensuite, si on trouve qu'on a une différence significative, alors on aura montré que l'âge est un facteur pertinent. Okay. Mais on ne peut pas effectivement prédire de manière plus précise que ça. Okay. Donc, parfois, on va voir des études où les gens ils vont commencer d'abord à faire ce test de student. Et puis, s'ils voient qu'il y a effectivement une différence, ils vont peut-être essayer de modéliser avec un peu plus de précision. Okay. J'ai une question, excusez-moi. Oui, William. Ouais. Du coup, pour qu'on puisse faire une. Parce que tout à l'heure, on a parlé de régression linéaire, mais il faudrait avoir une visualisation des données, parce que sinon, on pourrait aussi faire une régression quadratique en se disant que Ouais, peut-être. très bon point. Très, très bon point. Très bon point. Pourquoi effectivement, tu as raison. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une régression quadratique au lieu d'une linéaire? Alors, l'habitude, en fait, ce qu'il faudrait faire correctement, c'est d'abord commencer avec une linéaire parce que c'est comment dire, un modèle beaucoup plus simple. En fait, il faut toujours commencer avec les modèles plus simples. Tu fais ta régression linéaire, tu regardes comment les résidus sont dispersés pour confirmer qu'effectivement, epsilon se comporte comme une distribution gaussienne. Et si effectivement tu trouves que ce n'est pas du tout le cas, si tu trouves une distribution bimodale très claire, à ce moment-là, tu vas peut-être chercher à utiliser un autre modèle. Effectivement. Ok, d'accord. Effectivement. C'est bon? Ok, alors on va aller de l'avant. Ah bah voilà, il y a un autre quiz qui arrive. Ah bah oui, c'est en fait une continuation de l'histoire d'avant. Alors, il réalise ensuite que le nombre de lésions peut aussi être modulé par le phénotype. Okay. Donc, plusieurs phénotypes en sclérose en plaques, le secondary progressive MS, relapsing relative MS, primary progressive. Et donc, après s'être assuré que chaque phénotype a la même distribution d'âge, okay,
comment est-ce qu'il peut vérifier cette hypothèse? Il peut faire donc, quand je dis comment est-ce qu'il peut vérifier cette hypothèse, l'hypothèse, c'est que le nombre de lésions peut aussi être dépendant du phénotype de la maladie. Okay. Alors, il peut faire une ANOVA à un facteur, le facteur phénotype, une ANOVA à deux facteurs, phénotype et groupe d'âge. Corrélation de Spearman entre nombre de lésions et phénotype, ou corrélation de Pearson entre nombre de lésions et phénotype. Monsieur? Oui, ok. Hier, j'ai essayé de répondre à la question en regardant les slides. Je me suis dit que s'il y avait trois variables, c'était une ANOVA two-way, mais j'ai peut-être l'impression qu'il y a un piège ou un truc comme ça. Mais Ouais, il y a rarement des pièges en statistique. Le statistique, c'est un gros piège en soi. Alors déjà, quand tu dis trois variables, tu parles de quelle variable? phénotype, âge et le nombre de lésions. Ouais, le nombre de lésions, ce serait une variable dépendante ou indépendante? Je pense que la variable dépendante, c'est le nombre de lésions et le reste, c'est indépendant. Exactement. Bon, alors ensuite, la façon dont c'est écrit, ok, la façon dont la question est écrite, finalement, ce qu'il a envie de faire, c'est voir si le nombre de lésions est influencé par le phénotype. Ouais. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de la façon la plus naturelle et peut-être la moins biaisée de répondre à cette question-là? Bon, déjà, est-ce que ça fait du sens de faire du Spearman ou du Pearson dans ces cas-là? Non, Pourquoi? parce que on n'a pas tout ce qui est le phénotype, c'est pas continu. Donc, du coup, Alors, si on a une corrélation, ouais. c'est Alors, moi, juste, c'est Gaspard qui c'est parle. Gaspard, ouais, tout à fait. Oups, excusez-moi. Ouais, Ouais, donc du tu coup, disais. Mhm. quand on fait un coefficient de Spearman, par exemple, on cherche une corrélation entre des valeurs. Et du coup, là, avec SPMS et RMP, par exemple, on peut pas tracer quelque chose de continu sur les phénotypes. Alors, je vois que tu as l'intuition, mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, ce que tu veux dire, tu ne veux pas utiliser le mot continu, mais tu veux utiliser le mot, par exemple, monotonique. Right? Parce que tu peux tout à fait avoir des Ouais. variables non continues. Par exemple, score clinique EDSS, Expanded Disability Status Scale, qui va en fait qui va coder pour les fonctions cliniques, pour les fonctions cliniques chez les patients atteints de sclérose en plaques et leur habilité à marcher. Okay, là, c'est des scores de 0 à 7. Plus le score est important et meilleure est la fonction. Dans ce cas-là, tu peux quand même estimer une corrélation et ça ferait du sens, tu vois. Alors que dans ce cas-là, c'est des variables qui sont plutôt catégoriques. Et puis, comme tu disais, effectivement, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Et donc là, la corrélation de Spearman et encore moins celle de Pearson fait du sens. Okay. Donc, on reste maintenant avec les ANOVA. Alors, est-ce qu'on ferait plutôt une one-way ou une two-way?
Donc là, en fait, on pourrait faire les deux. Si on fait une two-way ANOVA, là, on est pris avec justement ce dont on parlait à la slide précédente, c'est-à-dire qu'on est forcé de faire des groupes d'âge. Okay, on est forcé d'imposer des groupes d'âge euh, pour pouvoir trouver des différences potentielles. Donc ça, c'est un biais dont on peut se passer, en fait, si notre question, c'est de savoir si phénotype a un effet. Okay. Donc on peut, la chose que je ferai là, c'est une one-way ANOVA avec un seul facteur qui serait le phénotype. Et puis toutes les données sont rentrées dans le modèle directement, sans avoir à partitionner en fonction de l'âge. Okay. Là, si on trouve un effet, si on trouve un effet significatif, c'est-à-dire que la variance inter-phénotype est plus grande que la variance intra-phénotype, ben là, ça nous suggérera qu'effectivement le phénotype a un impact sur la distribution des lésions, sur le nombre de lésions. Ce qui est en fait le cas. Okay, ici, il se trouve que la sévérité de SPMS et RAMS sont beaucoup plus grandes que pour les cas isolés ou PRMS. Est-ce que c'est bon? All right. Monsieur, j'ai une question. Oui, Guillaume. Guillaume, est-ce qu'on aurait pu faire une matrice de corrélation aussi? Matrice de corrélation. Alors, élabore entre quoi et quoi? Ah, oui, il y a une seule variable indépendante, par contre. C'est que ça ne marche pas. Ouais. Ou est-ce que c'est possible de faire dans le sens que, est-ce que c'est possible de faire des corrélations indépendantes, dans le sens qu'on regarde SPMS, puis on fait une régression linéaire sur chaque phénotype, ou c'est important de les regarder tous comme un ensemble? Non, là, c'est important de les regarder tous dans leur ensemble parce que tu interroges la variable phénotype. Right? Si tu interroges la variable phénotype, il faut que tu fasses une estimation jointe avec cette variable-là. Qu'est-ce qui se passe si tu mets à sélectionner seulement les patients SPMS et puis faire une régression et ensuite que les patients On peut ressortir quel phénotype est plus puissant, on pourrait dire, pour détecter, mais c'est pas ça le but de l'exercice, j'imagine. C'est pas ça le but de l'exercice. Le but, c'est de voir si le phénotype a un effet en fait, sur le nombre de lésions. OK. OK. Alors, je me rends compte que j'ai fait une petite faute là. Hop. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any more questions? OK. Alors, ceci est un cœur. Et donc, c'est une histoire vraie. Okay. Les arythmies peuvent être causées par des zones pathologiques, okay, les arythmies cardiaques. Donc, il y a une compagnie qui est basée aux USA qui avait proposé d'enlever cette zone pathologique à l'aide d'un cathéter. Okay. Le problème, c'est que ce cathéter chauffe. Le cathéter tout entier chauffe et pas seulement l'endroit du cathéter où il faut enlever la zone. Et donc ça a causé des grosses lésions chez les patients qui ont en fait testé cette technologie. Okay. Alors la compagnie se vantait d'être pionnier, mais ils ont finalement été connus pour avoir brûlé leurs patients. Leur argument quand ils sont allés en cours, c'est que toute recherche est risquée. Mais ici, le risque était connu et prévisible. Okay. Il aurait pu être testé de manière plus sensible. Un autre argument, c'est que tout traitement a des effets secondaires, mais par exemple, le cathéter radiofréquence, lui, ne chauffe pas. Okay. Donc, il y avait une alternative moins délétère, on va dire. C'est ça. Et puis bon, ça, c'était leur réponse. Je ne sais pas si ça s'est réellement passé ou pas.
leur réponse, mais bref, ça donne un petit peu le contexte. C'est qu'ils ils avaient des conflits d'intérêts, okay, qui les ont probablement amenés à faire les tests rapidement pour pouvoir mettre cette nouvelle technologie sur le marché. Donc ça, en fait, c'est une petite histoire qui met en contexte ce dont on va parler aujourd'hui. C'est la bioéthique et l'éthique de manière plus générale sur la recherche avec les êtres humains. Cette histoire, elle pose la question de l'indépendance d'un employé. Okay. Il se trouvait qu'il y avait des diplômés de l'Institut de génie biomédical qui travaillaient dans la compagnie. Le contexte recherche et développement en génie biomédical, c'est que souvent, c'est des startups qui commencent avec peu d'employés, des capitaux à risque, et donc un fort conflit, en fait, une forte pression pour pouvoir innover et puis déposer des brevets et mettre des nouveaux systèmes sur le marché. Donc ça c'est la raison pour laquelle ce cours existe. Okay, c'est la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui pour finalement vous sensibiliser à votre responsabilité en tant qu'ingénieur biomédical. Okay. Alors bon, la fin était heureuse, la fin de l'histoire était heureuse, c'est que le président et l'antenne ont été remplacés, les essais cliniques ensuite ont été un succès, et puis la compagnie a plus tard été rachetée pour quelques millions de dollars. Donc, comme vous le savez, la recherche comporte parfois des risques pour les sujets, pour les chercheurs, pas seulement des risques physiques, mais des risques aussi légaux, et pour les institutions, qui généralement protègent les chercheurs. Okay. Les risques peuvent être connus ou pas. Et l'encadrement de la recherche vise à diminuer et à contrôler ces risques. Okay. Alors, l'encadrement de la recherche, est-ce que quelqu'un a une idée de quel est l'organe qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est le superviseur? Qui c'est qui encadre la recherche avec les êtres humains? Est-ce que c'est le comité d'éthique? Bonne réponse. Venant de quelqu'un qui injecte des microbules. Mais pas chez des êtres humains encore. Alors, l'éthique de la recherche avec des êtres humains, ça relève de l'éthique, donc de la philosophie, de la moralité, et ça se distingue disons des lois, okay, qui font partie du code criminel ou de la FDA, par exemple. Ça se distingue également de ce qu'on appelle les réglementations. Quand la FDA met des systèmes sur le marché associés à certaines réglementations de comment utiliser ces systèmes-là. Et ça se distingue également de ce qu'on appelle les normes qui ne sont pas établies par des gouvernements, okay, alors que les lois et les réglementations sont établies par les gouvernements. Les normes, elles sont établies par des institutions. Okay. Par exemple, IEEE, International Electronic Technical Commission ou autre. D'accord. Et ces normes, on n'a pas nécessairement besoin de les respecter, okay, d'un point de vue gouvernemental ou d'un point de vue légal, mais elles sont fortement suggérées. Okay. Il y a aussi la couche politique qui a justement produit ce fameux énoncé de politique des 3 conseils que je vous ai envoyé. Okay. Il y a une version naturellement en français, and there is also an English version because we're in Canada. Et cette politique des 3 conseils, c'est quoi ces 3 conseils? C'est les IRSC, Institut de recherche en santé du Canada, le CRSNG, NSERC, le Conseil de recherche en technologie, et puis
le SHIRC ou FR. Non, c'est pas FR. Ça va être. Qu'est-ce que ça va être en français? Bon, j'ai oublié l'acronyme en français, mais ça concerne les sciences sociales et humaines. D'accord. Et donc, ces trois conseils se sont mis ensemble et ont proposé un pamphlet qui en fait suggère des bonnes conduites pour faire de la recherche avec les êtres humains au Canada. Okay. Alors, dans la plupart des pays, ce genre de suggestions existent également avec quelques variations selon les pays, selon les morales, okay, qui peuvent changer. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. Conseil de recherche en, non, c'est ça, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, donc CRSH. Alors c'est un document qui évidemment évolue avec le temps. Okay, il y avait une version en 2002, il y en a une autre 10 ans après que vous avez reçue. C'est un document qui évolue avec les mœurs, avec les morales, avec les gouvernements. Okay. Alors, ce qu'on va faire pendant ce cours, c'est discuter un petit peu de comment la recherche est encadrée au Canada. Et puis, on va passer en revue quelques grandes lignes de ces documents qui font quelque chose comme 250 pages. Alors, je serais curieux de savoir si quelqu'un dans cette salle ici l'a lu au complet mot à mot. Mais si c'est le cas, bravo. Personnellement, je ne l'ai jamais lu. Full disclosure. Donc, comme l'a dit Hatim, effectivement, le comité d'éthique de la recherche, il est présent dans toutes les universités et dans tous les hôpitaux universitaires au Canada. Polytechnique a son CER depuis 2003. Okay. Donc, c'est récent. Okay. Ça veut dire qu'avant 2003, Polytechnique faisait quand même de la recherche avec les êtres humains. En tout cas, les profs, les étudiants de Poly faisaient de la recherche, mais il n'y avait pas de CER. Okay. Donc, ils ont dû s'associer avec un autre CER d'un hôpital ou de l'Université de Montréal, par exemple. Okay. Puis, au fur et à mesure, notamment l'Institut de génie biomédical a commencé à avoir beaucoup d'importance en termes de quantité de recherche chez les humains, et donc ils ont décidé que c'était une bonne idée de créer leur propre CER. Et donc, c'est quoi le rôle d'un CER? C'est d'évaluer et d'approuver les projets de recherche de l'institution. Donc, en l'occurrence, ici, de Polytechnique. Encore une fois, si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à lever la main, là. Ou plutôt à m'interpeller, parce que je ne sais pas si je vous verrai tous avec la main levée. Donc, les buts et la raison d'être de la politique des trois conseils, c'est-à-dire de ce fameux document de 250 pages, c'est de promouvoir une éthique irréprochable en matière de recherche avec les humains. Okay. Cette politique étudie les devoirs interdépendants partagés par les chercheurs, par les établissements et par les commanditaires de recherche, ces commanditaires qui pourraient être des compagnies pharmaceutiques. Okay. Et ainsi que les comités d'éthique de la recherche à l'égard des sujets de recherche. Okay. Donc, comme on va le voir, un des messages clés que j'aimerais que vous reteniez, c'est que tous ces documents et cette politique a été mise en place principalement pour protéger les sujets de recherche. Okay. Donc, cette politique, elle tient compte des enjeux et des besoins communs à tous les domaines de recherche et vise à structurer des normes éthiques transcendant toutes ces disciplines, c'est-à-dire pas seulement biomédicales, mais en recherche musicale, en sociologie, en philosophie ou autre. Okay. Donc, l'idée derrière cette politique, c'est d'harmoniser le processus d'évaluation éthique, okay, parce que comme on l'a dit tantôt, chaque université, chaque hôpital a son CER. Donc, si par exemple, vous voulez déposer un projet de recherche donné à Polytechnique, et puis votre collègue dépose le même à McGill,
vous voulez que les deux CER évaluent le projet de recherche de la même façon. Okay. C'est ça qui se cache derrière le terme de harmonieux. Donc, le processus d'évaluation éthique, il est commun à toutes les disciplines et les principes similaires doivent être appliqués avec flexibilité. Donc, il convient d'éviter d'imposer le point de vue des chercheurs d'une discipline donnée à des chercheurs spécialisés dans d'autres domaines. D'autre part, d'exprimer la sagesse et les principes communs à tous les chercheurs, quelle que soit leur spécialité. Donc, ce document des trois conseils, il actualise des normes et il favorise une réflexion continue, un consensus réfléchi autour des questions éthiques litigieuses. Question éthique litigieuse, ça peut être justement la recherche sur les cellules souches, par exemple, okay, ou la recherche sur l'eugénisme ou la recherche sur la douleur. La recherche avec des sujets humains repose sur l'engagement moral fondamental d'améliorer le bien-être, la connaissance et la compréhension des êtres humains et d'étudier le dynamisme, la dynamique culturelle. Okay. Donc, si un CER va, par exemple, évaluer un projet de recherche et puis qu'ils sont un petit peu troublés par la façon dont le protocole expérimental va se passer, eh bien, ils vont garder en tête cette phrase-là, en fait, cet engagement moral d'améliorer le bien-être, la connaissance, la compréhension. Et il va se dire que finalement, même si le protocole expérimental est un peu troublant, le bénéfice de la recherche vaut largement l'inconvénient au sujet de recherche. Okay. Et donc, ils vont décider alors d'accepter et d'accorder l'autorisation pour mener à bien cette recherche. Donc, les raisons qui poussent finalement les universités et les chercheurs à entreprendre ce type de recherche sont multiples. Ça peut être soulager la souffrance humaine, okay, donc, typiquement la recherche en pharmacologie sur la douleur, valider des théories sociales ou scientifiques, dissiper l'ignorance, analyser des politiques ou encore comprendre le comportement humain et l'évolution de la condition humaine. Okay. Donc, c'est des concepts nobles, on va dire, okay, qui est assez propre à la fonction, au rôle de l'université. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tantôt, le premier paragraphe, il souligne justement le fait que l'éthique de la recherche avec des sujets humains doit comprendre deux éléments essentiels. Le premier consiste à sélectionner et à s'efforcer d'atteindre des buts moralement admissibles. Donc, encore une fois, diminuer la souffrance humaine, par exemple. Et le second, à se donner les moyens moralement admissibles d'atteindre ces buts. D'accord ? Donc, pour diminuer la souffrance humaine, vous n'allez pas, par exemple, sélectionner un groupe, disons, de 100 personnes, et puis à 50 personnes, vous allez les frapper avec un marteau sur la tête, et puis voir si elles ont mal. Okay. Ça, ce serait un moyen moralement inadmissible de répondre à la question. D'accord. Donc, le CER encore sera là, et puis il va essayer de discuter avec le chercheur pour lui faire comprendre que peut-être il pourrait faire les choses autrement. Okay. Alors, le troisième paragraphe souligne un point important, qu'il est inacceptable de traiter autrui uniquement comme un moyen, comme un simple objet ou une chose, car ce comportement ne respecte pas la dignité intrinsèque de la personne et appauvrit en conséquence l'ensemble de l'humanité. Okay. Donc, les êtres humains qui rentrent dans un protocole expérimental sont des êtres humains, okay, ce ne sont pas des objets. Ça tombe parfois sous le sens, là, mais c'est important de le rappeler. Donc, le principe directeur de cette politique des trois conseils,
c'est le respect de la dignité humaine. C'est un principe qui vise à protéger les intérêts multiples et interdépendants de la personne, son intégrité corporelle, c'est-à-dire pas la frapper sur la tête avec un marteau, et son intégrité psychologique ou culturelle, c'est-à-dire l'enfermer dans une chambre pendant 2 jours avec un marteau, sans lui parler, sans lui donner à manger. Le respect du consentement libre et éclairé, ça c'est un point très important aussi qui s'applique pour chaque recherche avec les êtres humains, c'est qu'il faut que la personne soit, disons, consente à votre expérience, mais qu'elle soit aussi habilitée à consentir. Okay, si vous demandez à un enfant de 3 ans, si vous donnez à un enfant de 3 ans un stylo et puis que vous lui mettez une feuille avec le consentement assigné, elle va faire un petit gribouillis, puis là, vous allez montrer à votre superviseur, vous allez dire que vous avez trouvé un sujet qui a signé votre feuille. Le problème, c'est que le sujet n'était pas éclairé. Okay. Alors ça, c'est un exemple trivial, mais évidemment, il y a des personnes, si on fait de la recherche, disons sur le vieillissement, sur la sénilité ou autre, le concept d'une personne éclairée, on rentre un peu dans une zone grise. Okay. Donc là, c'est la responsabilité des chercheurs et des étudiants, des gens qui font la recherche, de bien, disons, d'être moralement éclairés sur ce que ça veut dire qu'une personne est effectivement consentante. Okay. Ça, c'est vraiment votre responsabilité. Et donc, ça amène au 3e point, qui est le respect des personnes vulnérables. Les enfants et personnes institutionnalisées, personnes vulnérables ont droit d'être protégés avec un soin particulier contre tout mauvais traitement, toute exploitation ou discrimination. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Any questions? Alors, on continue sur les principes directeurs, le respect de la vie privée et des renseignements personnels. Okay. Donc, dans beaucoup de cultures, la protection de la vie privée et de la confidentialité des données est vue comme essentielle à la dignité humaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a des règles qui permettent de protéger cette intégrité psychologique et mentale en anonymisant, par exemple, certaines données. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez été amené à travailler dans des projets cliniques où vous avez justement des patients, des bases de données de patients, si vous avez accès à des bases de données de patients et vous voulez publier un article, comme vous savez, là, on est dans une tendance du open science où on veut tout partager. Mais là, on se rend compte qu'on a un petit paradoxe avec le tout partager et puis le respect des renseignements personnels et de la vie privée. Okay. Donc, il y a évidemment disons un encadrement très important qui est amené en ce moment sur anonymiser les données, faire des cross-reference entre retrouver la source des sujets et un numéro qui permet de justement anonymiser certains documents. Est-ce qu'on doit, par exemple, moi je travaille en imagerie, en IRM, il y a disons un IRM de tête très haute résolution. Finalement, il y a la face qui apparaît. Okay, on peut reconstruire en 3D le visage de la personne et donc on peut reconnaître la personne. Okay, donc il existe maintenant des algorithmes qui permettent on appelle ça de faire un defacing, où ça va enlever le nez, les yeux, la bouche d'une IRM pour pouvoir justement l'anonymiser et ensuite la partager dans des bases de données publiques. Okay. Alors c'est intéressant parce que ça ouvre ensuite la question à est-ce qu'on peut même reconnaître une personne avec des informations génétiques, si on croise plusieurs informations comme génétique, âge, sexe, des informations d'imagerie, même sans le visage mais à l'intérieur de la personne, peut-être qu'un jour on pourra reconnaître des personnes. C'est la raison pour laquelle justement ces documents évoluent.
avec les avancées de la recherche et puis ce qui se fait en ce moment dans le big data. Okay. Bon, là, je m'écarte un peu du sujet. Cinquième point, cinquième principe directeur, c'est le respect de la justice et de l'intégration. La notion de justice fait appel au concept d'impartialité et d'équité. Procédure intègre signifie que les protocoles de recherche sont évalués selon des méthodes, des normes et des règles justes et que le processus d'évaluation éthique sera appliqué de façon réellement indépendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous soumettez un projet de recherche à un comité d'éthique, eh ben, vous n'allez pas siéger au comité d'éthique et puis vous n'allez pas approuver vous-même votre propre recherche. Okay? Ou alors, ce n'est pas votre collègue avec qui vous jouez au squash toutes les fins de semaine qui va évaluer votre protocole. Bon, ça peut arriver dans certains cas, mais en tout cas, il faut garder en tête tous ces principes de conflit potentiel d'intérêt et d'avoir une évaluation indépendante. Okay. Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'équilibre des avantages et des inconvénients. Okay. C'est-à-dire que le CER, il va décider, puis avec vous évidemment, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes amené à évaluer la pertinence de faire un projet de recherche, sachant que ça peut nuire à vos sujets. Okay. Si vous faites encore une fois, si vous faites de la recherche sur la douleur, vous serez peut-être amené à induire des stimulations douloureuses chez des sujets, okay, des stimulations douloureuses de température ou des chocs électriques, pour pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau et du système nerveux central, comment la douleur fonctionne. Ultimement, vous voulez comprendre ça pour pouvoir développer des nouvelles drogues qui permettent de réduire la douleur. Okay. Mais on est dans une zone grise parce que vous allez induire des stimulus douloureux à vos sujets. Okay. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et justement, le point qui vient après, c'est la réduction des inconvénients. Okay. Là, on touche un petit peu au concept de biostatistique qu'on a vu précédemment et le concept d'analyse de puissance. Pourquoi? Parce que si vous faites un projet de recherche et que vous allez dire que vous allez recruter 1500 sujets pour lesquels vous allez donner des stimulations de douleur à ces 1500 sujets pour tester un effet particulier. Première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous en avez besoin vraiment de 1500 et est-ce que 100 ne ferait pas l'affaire? Okay. Là, il faut que vous puissiez répondre à cette question. Okay. Pour répondre à cette question, vous allez utiliser des concepts d'analyse de puissance qu'on a vus précédemment. Okay. Optimalisation des avantages, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un devoir de viser le bien d'autrui et d'optimaliser les avantages nets du projet de recherche. C'est-à-dire que si vous décidez de recruter justement une série de sujets où vous allez leur injecter des substances qui font mal, si vous avez une certaine hypothèse, un certain projet de recherche à laquelle vous voulez répondre, eh bien, ce serait bien de vous poser la question de savoir si vous ne pourriez pas utiliser ce protocole expérimental pour répondre à d'autres questions de recherche qui pourraient être pertinentes. Okay. Une petite parenthèse, c'est pas vraiment c'est pas le sujet aujourd'hui, mais si on parle de la recherche avec les animaux, okay, on voit beaucoup d'expériences où des chercheurs vont acheter des rats ou des souris et puis ensuite vont les sacrifier pour regarder l'état du cerveau, par exemple. Et puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont extraire le cerveau et puis jeter tout le reste à la poubelle. Plutôt que de rejeter tout le reste à la poubelle, peut-être qu'ils pourraient demander à leurs collègues s'ils auraient peut-être besoin de leur moelle épinière ou du cœur ou des reins ou de whatever, serait potentiellement utile pour la recherche. Okay. Là, c'est un exemple avec des animaux, mais
vous pouvez très facilement faire l'analogie avec des sujets humains. Okay. On va évidemment pas les mettre à la poubelle, d'accord, mais en tout cas, on va les utiliser à des fins de recherche et on pourrait optimaliser cette utilisation. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Any questions? Oops. Ok, donc, comme vous l'avez compris, c'est une démarche qui est axée sur les sujets. Okay. Et puis, il faut admettre que les chercheurs et les sujets, ils n'envisagent pas toujours du même œil les avantages et les inconvénients d'un projet. Okay. Pour donner un exemple, si vous faites de la recherche sur un traitement potentiel sur le cancer, et puis vous allez recruter des patients atteints de cancer, eux, ils ont une certaine motivation à faire partie de votre étude parce qu'ils ont un espoir que votre traitement va être efficace pour eux. Okay. Et donc ça va les pousser à participer à votre projet de recherche, même si votre projet est associé à des gros inconvénients. Okay. Donc là, le comité d'éthique de la recherche, et puis vous, votre intérêt, c'est quoi? C'est par exemple de publier votre article dans Nature et puis d'étoffer votre CV et de devenir très populaire. Okay. Ça, c'est des exemples de visions très différentes entre chercheurs et sujets. Et donc, le CER, il est là pour s'assurer que les intérêts ne divergent pas trop, okay, et pour s'assurer que les intérêts, en fait, que le sujet reste au centre de l'évaluation. Okay. Bon, ça, c'est tout un texte, plusieurs paragraphes sur le concept de liberté et privilèges qui sont accordés aux chercheurs. C'est que vous avez, en fait, ce principe de liberté universitaire vous autorise finalement à faire de la recherche dans plusieurs sujets de manière indépendante. Mais c'est un privilège qui s'associe justement à cette responsabilité que vous faites de la recherche avec des sujets humains, avec l'aide de deniers publics qui viennent des taxes de toutes les personnes qui vivent au Canada. Donc, c'est pour ça que c'est important que les chercheurs soient toujours conscients de l'existence de normes scientifiques et éthiques à respecter. Il faut que le chercheur s'engage à faire progresser la connaissance avec un devoir d'enquêter de façon judicieuse et honnête, produire des analyses précises et de rendre compte du respect des normes professionnelles. Donc les CER, l'évaluation éthique des projets permet d'assurer une plus grande transparence vis-à-vis de la société. Alors, éthique et loi, okay, donc, comme on l'a vu, c'était deux choses différentes. La loi, elle influence et elle réglemente de façon différente les normes et la réalisation des projets de recherche avec des sujets humains. Par exemple, la protection de la vie privée, des renseignements personnels. Comme vous savez peut-être, au Québec, il y a la CNIL, qui est un organisme institutionnel qui est associé à certaines lois, justement des lois sur les renseignements personnels. Okay. Donc souvent, les chercheurs vont être limités par cette fameuse CNIL, d'accord, parce qu'ils veulent, par exemple, créer des bases de données publiques, mais là, ils vont se heurter aux lois existantes. Donc c'est pas...
disons, il arrive fréquemment que des chercheurs, par exemple, pour nous, c'est arrivé il y a quelques années, un des collègues est allé à Québec pour justement faire une intervention publique au Parlement, au Sénat, en fait, pour proposer de changer certaines lois qui régissent la protection de la vie privée, parce qu'il n'y avait pas du tout de sens en termes de ce que les institutions de subventions comme le IRSC ou NSERC nous demandent de faire, c'est-à-dire partager des données, et ce que la CNIL nous interdise de faire, c'est-à-dire partager des données. Okay. Donc, il y a certains paradoxes qui existent, notamment liés au fait que la recherche, parfois, avance beaucoup plus vite que les lois qui sont présentes. Pour changer des lois, ça peut parfois prendre plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'il existe parfois des incompatibilités temporelles, on va dire. Et puis, il faut être conscient de ça. Okay. Vous avez la responsabilité d'en être conscient et puis de justement essayer de pousser pour faire changer les choses si vous pensez que c'est nécessaire. Bon, le deuxième paragraphe, il raconte exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le contexte juridique est en constante évolution. Okay. Alors, Monsieur, oui. une petite question. J'ai peut-être manqué ça, mais est-ce qu'on peut contrevenir à une loi en partie que quelqu'un nous donne une autorisation quelconque? Oui, ok. Tu penses par exemple à… Alors, tu veux dire si par exemple tu soumets ton projet de recherche à un CER et puis que le CER t'autorise à faire cette recherche et puis qu'ils ont pas vu, par exemple sur l'article de 253.5 que tu as fait quelque chose qui était interdit. Bon, là, ce qui arrive, c'est que tu seras évidemment protégé par l'institution, c'est-à-dire Polytechnique. Okay. Ils vont se faire taper sur les doigts par le gouvernement. Et puis là, bon, là, disons, les choses se résolvent au cas par cas. Okay. Okay. Ça peut se passer en cours ou ça peut se passer à l'extérieur de la cour. Okay. Donc, eux, sachant que tu contreviens à une loi, ils ne peuvent pas t'autoriser à continuer. Alors, dit comme ça, non, effectivement, mais comme vous le savez tous, c'est pour ça que les avocats existent, c'est qu'il y a différentes façons d'interpréter une loi selon les contextes. OK. Probablement que les juges ne seraient pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais il existe beaucoup de zones grises, notamment en ce qui concerne le partage des données, la confidentialité. C'est extrêmement nébuleux Flou. en ce moment. Ouais. Donc, ouais. Alors, Okay. nous, on a la chance, associé à l'Institut de gériatrie, on a la chance d'avoir la présidente du CER qui est en fait une juriste. Donc, elle connaît tous les articles de loi à la perfection. Et, alors, c'est parfois notre désavantage parce qu'elle va généralement discuter pendant 3 heures sur un point particulier de notre recherche, alors que d'autres CER passeraient complètement outre. Right? OK. Donc, maintenant, on va un petit peu parler concrètement qu'est-ce qui se passe quand vous voulez soumettre un projet de recherche à un CER. Un point déjà important, enfin plusieurs points importants qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'évaluation par le CER, elle se fait que la recherche soit subventionnée ou pas, que les financements soient externes ou internes, que les sujets proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'établissement, que les sujets soient rémunérés ou non, que la recherche soit effectuée au Canada ou à l'étranger, que la recherche soit menée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, qu'elle soit réalisée par le personnel ou par les étudiants, que la recherche soit menée en personne et ou à distance.
Typiquement, en ce moment, ça va souvent être à distance. L'évaluation, elle se fait que les données soient recueillies directement des sujets ou à partir de dossiers existants. Okay. Par exemple, dans les archives médicales des hôpitaux. Que les travaux de recherche soient destinés à être publiés ou pas, que la recherche soit centrée sur le sujet ou pas, que la recherche soit basée sur l'observation, l'expérimentation, la corrélation ou la description. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez prendre des archives rétrospectives qui existent, okay, qui ne sont pas publiques, et puis vous allez décider de regarder, en fait, de réévaluer des études rétrospectivement, et puis de publier un article avec ça. Okay. Quand vous allez avoir besoin d'accéder à certaines informations, là, vous allez devoir soumettre votre projet à un CER. Okay. Qu'une recherche similaire ait été approuvée ailleurs ou pas, ça c'est un point important qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que si vous êtes affilié à Poly, et puis vous faites une recherche au CRCHUM, par exemple, eh bien, vous devez, même si la recherche a déjà été acceptée au CHUM, vous devez aussi la soumettre au CER de Polytechnique. Que la recherche soit une étude pilote ou un projet complet, que le but de la recherche soit d'acquérir des connaissances fondamentales ou appliquées, que le premier objectif de la recherche soit l'acquisition d'un savoir, l'enseignement ou la formation. Okay. Alors, les règles maintenant. Toute recherche menée avec des sujets humains sera évaluée et approuvée par un CER, d'accord, sauf dans les cas précisés ci-dessous. Toute la recherche menée avec les cadavres et des restes humains, des tissus, des liquides organiques, des embryons ou des fœtus sera aussi évaluée par un CER. La recherche ayant trait à un artiste vivant, personnalité publique vivante, reposant sur des informations, des dossiers publiquement disponibles ne devraient pas être évalués par un CER. Okay. L'éthique de ces projets sera évaluée que si les sujets doivent être approchés directement pour des entrevues, pour obtenir une autorisation à un accès à des papiers privés. Okay. Les études d'assurance de qualité, évaluation de rendement ne devraient pas être évaluées par un CER. Alors évidemment, si vous avez un doute sur est-ce que mon projet doit être évalué par un CER ou pas, le mieux c'est de demander à votre CER. Okay. Finalement, ils répondent assez rapidement. Les établissements délègueront à leur CER le pouvoir d'approuver, de modifier, de stopper ou de refuser toute proposition ou poursuite de projets de recherche faisant appel à des sujets humains. Les CER sont composés de 5 membres, au moins, hommes et femmes, et respecteront les exigences suivantes. Alors, 2 personnes doivent connaître parfaitement les méthodes ou les disciplines de recherche relevant de la compétence du CER. Donc ça, c'est un point qui est évidemment, disons, qui coule de source. Okay, vous ne voulez pas que votre projet de recherche soit évalué par un expert sur le comportement des abeilles, d'accord. Alors, il y en a peut-être ici là qui font de la recherche sur les abeilles, mais en tout cas, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient suffisamment d'expertise pour voir votre sujet de recherche. Okay. Et ça, c'est pas facile à respecter. Donc, les CER s'efforcent de justement faire appel à des experts. Okay. Ils ont un pool d'experts et dépendamment des projets qu'ils reçoivent, ils vont contacter différents chercheurs, profs, médecins pour siéger dans le CER. Donc, une personne, en petit b, une personne au moins sera versée en éthique. Okay. En recherche biomédicale, une personne au moins aura une expertise dans le domaine juridique. Et en petit d, une personne au moins proviendra de la collectivité servie par l'établissement, mais n'y sera pas affiliée.
les CER, ils sont créés par les plus hautes autorités institutionnelles et l'éventail des domaines de recherche qu'ils auront à traiter sera aussi large que possible, tout en étant compatible avec une charge de travail acceptable. Okay, donc, c'est une des raisons pour laquelle le CER de Poly a été créé, c'est parce que celui de l'UDM ou d'autres institutions ne pouvaient pas en fait, disons, pouvaient pas assurer un domaine d'expertise qui était propre à celui de Polytechnique, okay, qui était particulièrement technique. En fait. Est-ce que, Ouais. est-ce que Polytechnique, par exemple, il y a plusieurs CER parce que je me dis pour, par exemple, génie mécanique et, je sais pas, génie industriel, par exemple, ça peut demander peut-être des expertises de personnes différentes. Oui, effectivement. Alors non, il y a juste un seul CER à Poly. Et puis si, donc le CER, il a des membres permanents. Okay. Présidente actuelle, alors c'était en fait Delphine Perrier-Curnier, mais je pense que c'est plus elle maintenant. Je devrais savoir qui est actuellement le président du CER. Je l'ai oublié. Mais donc pour répondre à ta question, si le CER doit évaluer un projet en biomécanique et qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucun membre permanent qui est expert dans le domaine, eh ben, ils vont contacter les profs, ils vont leur demander si ils sont d'accord de passer quelques heures à évaluer un dossier. Okay. Et ça fait partie de la job de prof de justement participer à ces comités. Ouais. Alors, les grands établissements peuvent, le plus souvent, trouver nécessaire de créer plusieurs CER. Okay. Là, c'est justement en lien avec ta question, Iman. Donc, dans des cas, dans ce genre de cas, ils devraient clairement définir la compétence de leur CER selon leur processus habituel de direction et instaurer un mécanisme qui a pour but de coordonner les pratiques de tous les CER. Les petits établissements pourraient vouloir explorer la possibilité de coopérer ou de partager des CER. C'est ce que faisait Polytechnique avant. Avant, Une question, monsieur. Oui, Guillaume. Juste pour comprendre par rapport à le document lui-même, qui n'est pas un document légal, à cause il n'est pas embriqué dans la loi. Exact. Par contre, c'est un document de nature fédérale. Donc, exact. Donc, il doit avoir une forme de lien avec Santé Canada ou pas nécessairement, dans le sens que qu'est-ce qui fait qu'une industrie, parce que là, c'est clair que pour Polytechnique, je veux dire, tous les protocoles et les mécanismes ont été déployés, mais qu'est-ce qui oblige une industrie qui fait de la biotechnologie à s'équiper d'un CER? Alors, ça va dépendre de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse en fait à cette question-là. Pensez à votre exemple de la compagnie qui brûlait ses patients avec son protocole de recherche. Ouais. Est-ce qu'eux, ils avaient un CER ou ils peuvent opérer de manière indépendante sans que personne regarde vraiment ce qu'ils font? Oui. Alors, j'ai seulement des éléments de réponse. Il faudrait que je me renseigne plus pour répondre correctement. Quel est le cadre légal en fait des CER pour les compagnies? Mais bon, je sais qu'on a collaboré avec plusieurs compagnies, des compagnies qui, en fait, des compagnies pharmaceutiques, okay, dans le domaine de la neuroimagerie. Et pour chacune des études, elles soumettaient leur protocole au CER. Pourquoi est-ce qu'elles devaient faire ça? Parce que la recherche se faisait dans l'institution hospitalière ou universitaire. Et pourquoi est-ce qu'elle se fait là-bas? Typiquement, si les entreprises ont besoin d'outils comme une IRM, l'IRM, c'est une instrumentation qui est labellisée comme médicale.
Et elle ne peut pas être, elle peut pas être officiellement utilisée avec des êtres humains dans des institutions qui sont pas habilitées à ça. Et typiquement hôpitaux, institutions universitaires. Ouais, Donc, ça ouais, m'amène à ma deuxième question, qui aurait été peut-être un élément de réponse, c'est est-ce que pour faire des tests sur des humains ou vous parliez aussi de cadavres puis de sous-ensembles, est-ce qu'on est obligé en tant qu'industrie de passer par des hôpitaux ou des institutions qui, elles, ont... non. Non? Je, OK. je vais te donner un très bon exemple que vous connaissez tous, Facebook, Google, qui accumulent énormément de données privées, beaucoup plus que ce que les chercheurs peuvent faire. Mhm. Donc on est clairement dans une société en paradoxe, là, où les compagnies ont beaucoup plus de droits. Là, en l'occurrence, en matière disons, de données confidentielles, mais ça s'étend à d'autres aspects aussi. Et la raison pour laquelle ces CER existent dans le cadre, disons, de la... Donc, disons, pour répondre à ta question, je pense qu'il faudrait que je me renseigne encore plus d'un point de vue légal, mais je pense que la réponse est que les entreprises, souvent, disons, font des choses, font de la recherche avec les êtres humains que les universitaires ou les hôpitaux ne pourraient pas faire, parce qu'ils devraient passer par un CER. Ouais. Mais dans certains cas, les compagnies doivent passer par un CER s'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire si une partie de leur recherche doit être réalisée avec des hôpitaux ou des patients. Okay. Oui. Ouais, mais étant donné que les hôpitaux et les universités sont quand même redevables énormément par rapport au gouvernement, on est obligé, dans un sens, d'être à la meilleure des pratiques. C'est ça, exactement. Puis de donner l'exemple. Ouais, d'accord. Exactement. D'accord, merci. OK. OK. Donc, bon, les règles, maintenant, c'est que les CER s'assureront que les projets comportant un risque plus que minimal soient conçus de façon à répondre aux questions posées par la recherche. Lorsque les projets de recherche biomédicale ne comportent pas de risque plus que minimal, la rigueur de l'examen des normes d'érudition variera en fonction de la recherche. Bon, les points C et D ne vous concernent pas. Bon, point intéressant, c'est que la méthode proportionnelle est utilisée, c'est-à-dire que plus la recherche risque d'être invasive ou risquée, et plus celle-ci doit être soigneusement évaluée. Okay. Les membres du CER se réunissent régulièrement pour s'acquitter de leurs responsabilités. Ils préparent et gardent évidemment des procès-verbaux de toutes leurs réunions qui justifient et documentent leurs décisions. Donc là, pour revenir un petit peu sur l'intervention de la team, qu'est-ce qui se passe s'ils autorisent un projet et puis qu'ensuite ils se rendent compte que disons qu'elle était en conflit avec une certaine loi, justement, ces procès-verbaux sont extrêmement importants dans ce genre de situation. Et est-ce que ces procès-verbaux sont accessibles au public? Au public, non, je ne pense pas qu'ils sont accessibles au public. Ils peuvent l'être, mais ils ne le sont pas. Généralement, ils ne le sont pas. Et ils sont évidemment ils sont accessibles par le chercheur. C'est ça. Ils sont accessibles par le chercheur. Et ils peuvent être accessibles par l'université, évidemment. Université ou hôpital, enfin, par l'institution qui a mis en place le CER. D'accord, merci.
bon, tout ça, c'est des points. Bon, il y a des petits détails là que les chercheurs ont le droit de demander une réévaluation des décisions, si vous n'êtes pas d'accord. Les établissements doivent permettre une réévaluation de ces décisions par un comité d'appel, lorsque les chercheurs et les CER ne peuvent pas arriver à une entente. Cependant, ce comité doit appartenir au même établissement que le CER. Un point important aussi, c'est que si vraiment vous n'arrivez pas à une entente avec votre CER, ça ne sert à rien d'envoyer une lettre de complainte aux IRSC ou au CRSNG parce qu'ils ne vont pas vous répondre. Ce n'est pas leur rôle. Donc la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut être en bon terme avec votre CER. Bon, de façon évidente, lorsqu'un CER évalue un projet dans lequel un des membres a un intérêt personnel, ce dernier doit s'absenter au moment de la délibération et de la prise de décision. Mais évidemment, ils ont le droit d'être informés des discussions. Bon, alors, en général, bon, ça c'est du détail là, mais les chercheurs remettront au moins au CER un bref rapport annuel qui raconte un petit peu comment votre recherche évolue, s'il y a eu des événements que vous n'avez pas prévus et qui pourraient peut-être donner lieu à une rediscussion avec le CER de peut-être revoir la structure et les contraintes de votre recherche si vous pensez ou si le CER pense qu'il y a un risque potentiel qui a été identifié. Alors ça, c'est un point important que j'ai déjà mentionné là, mais c'est que la recherche qui doit être menée à l'extérieur des instances ou du pays où se trouve l'établissement qui emploie le chercheur doit être soumise au préalable à une évaluation éthique par le CER affilié à l'établissement du chercheur, donc en l'occurrence Polytechnique pour vous, et par le CER approprié s'il en existe un. Donc, si vous faites la recherche avec des sujets qui se trouvent dans un autre pays qui n'a pas qui ne nécessite pas d'avoir un CER, là vous n'aurez pas besoin de soumettre un CER de cet autre pays. Mais si vous faites de la recherche au CHUM, à McGill ou autre, là vous devez soumettre à Poly et à McGill. Alors, si vous êtes amené à faire ça, renseignez-vous avant des accords potentiels qui existent. Je sais que Polytechnique a des accords avec plusieurs institutions pour ne pas à ce que vous envoyiez en fait deux soumissions de manière indépendante, mais que vous soumettiez d'abord à l'institution externe qui l'approuve et ensuite vous envoyez ça à Poly. Et là, vous croisez les doigts que Poly l'accepte. Mais généralement, dans mon expérience, ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas être contents, ils vont demander de changer une virgule quelque part. Et puis, malheureusement, changer une virgule, ça veut dire qu'il faut resoumettre encore à l'institution extérieure. Et ça, c'est des cauchemars qui n'en finissent pas, mais c'est la vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on passe maintenant aux règles 2.x. Donc, la recherche menée conformément à cette politique ne peut débuter que si les sujets ou les tiers autorisés, par exemple les parents, si c'est de la recherche avec les enfants, ont pu donner un consentement libre et éclairé. Donc, de façon générale, la preuve doit être obtenue par écrit, typiquement avec une signature. Lorsque le consentement est culturellement inacceptable ou qu'il existe de solides raisons justifiant l'impossibilité de rapporter un consentement, là, il faut étayer par des documents, des procédures ayant un permis de consentement libre et éclairé. Monsieur, j'ai une question Oui. par rapport à ce que vous disiez avant. Par exemple, si on prend le cas de Montréal, on doit faire une recherche qui va se dérouler à Polytechnique et à McGill, par exemple. Pourquoi on aurait à déposer aux deux CER? Parce qu'en soi,
les deux institutions sont censées respecter les mêmes lois, les mêmes normes, le même code de conduite, etc. et tout. Donc, je comprends Ouais. pas pourquoi on aurait à, par exemple, être refusé à McGill et puis, enfin, Polytechnique accepte et puis, ben, du coup, on est obligé de resoumettre une autre demande. Ok. Alors, donc toi, par exemple, imaginons que tu reçois de l'argent du CRSNG, ok, pour faire de la recherche, d'accord? Et puis, tu vas ensuite faire un projet de recherche à McGill. Tu soumets un projet d'éthique au CER de McGill, qu'il accepte. Et puis, tu commences ton étude. Et puis, au bout de 6 mois, eh ben, il y a un sujet de recherche qui se plaint parce qu'il a mal, il a des effets secondaires ou whatever. Il va envoyer une lettre de plainte au président du CER de McGill, qui va ensuite informer le CRSNG. Le CRSNG va se rendre compte que l'argent arrive à Polytechnique et puis ils vont couper les fonds. Et dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ils vont fermer le lab. Okay. Donc, la réponse, c'est que Polytechnique ne peut pas baser toute sa confiance sur le CER de McGill, parce qu'ils peuvent faire des erreurs. Ouais. Ok, merci. Donc, c'est pour ça que le CER doit donner que chaque CER doit donner son aval, parce qu'ils ont une responsabilité derrière, une responsabilité légale et morale. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il y a ces accords où, justement, pour essayer de limiter un petit peu la bureaucratie, ils disent de faire approuver par un autre CER et qu'ensuite ils le relisent. Ouais. Mais parfois, quand ils le relisent, ils ne sont pas très contents. Merci. Alors, c'est ça, le CER peuvent soit approuver une procédure de consentement qui ne comprend pas ou modifie pas un ou tous les éléments du processus de consentement éclairé, soit renoncer à imposer ce processus s'il est justifié. Par exemple, la recherche expose tout au plus les sujets à un risque minimal. La modification ou l'abandon des exigences du consentement risque peu d'avoir des conséquences négatives sur les droits et bien-être des sujets. Puis d'autres points qui coulent de source. Alors, un point évident là, c'est que dans le cas d'essais cliniques randomisés ou avec test en double, ni les sujets ni les thérapeutes ne savent quel traitement les sujets recevront avant que le projet débute. Okay. Donc, ce type de recherche ne devrait pas exiger que les CER modifient ou renoncent à imposer les normes de consentement si les sujets sont avertis avant le début du projet de la probabilité de faire partie de l'un ou de l'autre des groupes. Okay. Donc, si on vous dit par exemple que vous faites partie d'une étude clinique et vous avez par exemple 50% de chance de recevoir un placebo. Okay. Donc, ça, c'est une information que vous devriez normalement donner à vos sujets. Consentement libre et éclairé doit être volontaire, donné sans manipulation. Alors bon, de façon évidente, là, vous n'allez pas mettre un couteau sur la gorge à vos sujets pour qu'ils signent votre formulaire. Okay. Bon. Encore une fois, le message là, que je veux vous faire passer, c'est que il faut que vous ayez une responsabilité morale, humaine, éthique auprès de chacun de vos sujets de recherche, qu'il est disposé, que la recherche lui a bien été expliquée et puis que la personne consent effectivement à faire partie de votre projet de recherche et que la personne signe sans pression. Okay. Un point aussi important, c'est que les personnes, même si elles décident de faire partie de votre projet, elles sont aussi libres de ne plus participer à n'importe quel moment ou de se retirer du projet de recherche. Okay.
Monsieur? Oui. Il y avait une petite question dans le chat, mais je pense qu'à mon avis, vous avez Ah. répondu. Ok, Si une partie de la recherche se fait dans un pays qui ne nécessite pas de CER, mais que la deuxième partie se fait au Canada, que devons-nous suivre? Alors, attends. Le problème, c'est que là, en partageant mon écran, je n'arrive pas à voir le chat. Est-ce que tu peux répéter la question? Ah oui? Si une partie de la recherche se fait dans un pays qui ne nécessite pas un CER, mais que la deuxième partie se fait au Canada, que devons-nous suivre? Après, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle par deuxième partie. Est-ce que ouais, il faut voir le détail, mais de manière générale, si un projet de recherche inclut plusieurs parties, ce projet de recherche, dans l'ensemble, doit être approuvé par le CR de Polytechnique, right? Ouais, ou de l'Université de Montréal, si vous êtes à l'Université de Montréal ou d'autres universités. Right? parfait, merci. Ok, bon, ça c'est des corollaires, on n'a pas besoin de passer trop de temps autour de ça. Oups. Ok. Alors, un point, on n'en a pas parlé en fait, mais c'est un point intéressant, moi, que j'ignorais en fait à l'époque. C'est le concept de euh, c'est le concept de paiement en fait, au sujet de recherche. Okay. En fait, on appelle ça une compensation et le mot est très important. Parce que ce que vous allez faire, c'est, bon, généralement, pour trouver des sujets de recherche, il faut leur donner un peu d'argent, sinon vous n'allez pas en trouver. Et puis la question, c'est combien donner. Right. Est-ce que vous pensez que si une recherche est très pénible pour le sujet, par exemple, si vous faites de la recherche avec des stimulations douloureuses, eh ben, vous allez donner plus d'argent à ces sujets de recherche? Logiquement, oui. Ouais, moi, c'est ce que je pensais aussi. Est-ce que tout le monde pense la même chose? En fait, la réponse est non. Ce ne serait pas éthique de faire ça. Pourquoi? Parce que si les personnes sont dans le besoin financier, par exemple, elles vont aller, être attirées, disons, de par leurs conditions sociales et économiques vers des types de recherches qui sont plus à risque. Et ça, d'un point de vue éthique, c'est pas quelque chose de souhaitable. Okay. Mais qui est-ce qui va déterminer la somme, disons, de compensation qu'on va verser à un sujet? Ouais. C'est le chercheur et le CER ensemble là, qui décident d'une somme raisonnable. Et cette somme, donc, elle n'est pas censée compenser la pénibilité, disons, ou le risque, mais elle est censée compenser le temps qui est donné par le sujet. Okay. Si vous passez 2 heures de votre temps à faire une étude de recherche, et ben, vous allez être compensé pour $60 qui correspond à 2 heures de votre temps. Okay. Il y a des études qui nécessitent d'aller, par exemple, des études pharmaceutiques où vous devez aller tous les jours faire un test pendant 2 semaines. Là, vous allez être payé plus, okay, parce que ça va vous prendre plus de votre temps. Est-ce que les compensations, ça s'applique aussi, par exemple, aux essais expérimentaux, disons une chirurgie expérimentale ou, disons, c'est quelque chose qui est encore à la phase d'expérimentation et qu'il y a un patient qui accepte de Ah ouais, participer à ça? c'est une très 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 bonne question ça. Alors ça dépend des cas. La réponse est oui et non. Mais moi je sais que j'ai déjà souvent participé à des études cliniques qui sont, disons, de facto des études de recherche qui sont passées par un CER et les patients n'ont pas été payés parce que c'était des patients d'une clinique qui en fait, comment dire, ils savaient qu'ils participaient à une recherche, mais ils étaient des patients, comment dire,
il recevait en fait un traitement euh, par défaut qui en fait ajoutait pas à leur pénibilité, ok, et qui ajoutait pas à leur, euh, à leur temps passé pour cette recherche en particulier. Ok. Là, on tombe un peu dans le concept d'optimalisation. Ça, c'est le type de recherche très optimale parce que les patients ils sont de toute façon soignés par défaut dans les hôpitaux, mais on va en fait bénéficier de certains types de traitements quoi, pour faire des recherches. Euh, Bonjour, j'ai un petit peu une question sur, oui. qui tourne un peu de la même façon. Supposons qu'on ait un patient qui soit atteint d'une maladie, je sais pas, rare ou assez grave, mais qui n'ait pas les fonds pour se soigner avec le traitement conventionnel. Et que nous, on essaie de développer un traitement justement qui est moins coûteux. Et du coup, on proposerait au patient qui n'a pas les moyens de prendre le traitement conventionnel, de prendre un traitement expérimental. Est-ce que du coup, là, ça ne serait pas aussi un problème éthique? En gros, on lui dit on va vous soigner, mais c'est expérimental. Oui, c'est ça. On tombe un peu dans une zone grise là. C'est que c'est justement pour ça que c'est justement pour ça qu'on parle d'éthique et pas de loi ou de normes. C'est que en fait, le chercheur a une responsabilité euh, d'expliquer clairement quel est le but de la recherche, quels sont les bénéfices potentiels pour la personne et les inconvénients potentiels pour la personne de manière factuelle. Ouais. La dernière chose à faire, c'est évidemment de donner de faux espoirs. Okay. Euh, et puis, et donc quand vous expliquez ça à votre sujet, avec le sujet qui s'apprête à signer la feuille, il faut que lui aussi il soit conscient de ça. Okay. C'est là où le concept de éclairer est très très important. Okay. Parce que là, dans l'exemple que tu donnes, eh ben, clairement, il y a une motivation très forte qui est derrière, mais il faut que cette motivation elle soit modulée ou atténuée par une très bonne explication. Alors, donc, parfois, si vous sentez que ça vaut le coup de passer 10 minutes de plus à réexpliquer encore et encore un sujet, il faut le faire. Okay. Ok, ça marche. Merci. J'ai une question Oui. encore. Quand on dit par exemple que l'éthique, loi, normes, etc., c'est dissocié, si admettons qu'un sujet d'une étude clinique finit par dire qu'il n'était pas vraiment éclairé de comment allait se dérouler l'étude, etc., est-ce qu'il peut être amené par exemple maintenant à faire une poursuite en justice alors Oui. que c'est plus un problème éthique que de loi? Alors, en justice, pas nécessairement, parce que là, ça va dépendre de quel dommage la personne a eu. C'est-à-dire que les chercheurs, ils ont une responsabilité éthique et légale. D'accord. Je veux dire, on est tous là, euh, on est tous soumis aux lois du Canada, même si vous faites un projet de recherche. Okay. Donc, dépendamment de la situation, un sujet peut soit faire une poursuite en justice ou déposer une plainte par le comité de recherche. Donc, typiquement, dans un formulaire de consentement, à la fin, il y a si vous n'êtes pas content, appelez ce numéro. La personne va appeler ce numéro qui est le président le président ou la présidente du CER. Et puis là, ensuite, ce ou cette présidente va faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire soit contacter disons, une institution financière qui, en fait, il peut se passer différentes choses, okay, mais ça peut monter très loin. Ça peut monter, par exemple, à un laboratoire de recherche qui ferme complètement, un prof qui est renvoyé. Donc c'est ça, il peut se passer différentes choses. Ok, merci. Mais de manière générale, les chercheurs sont protégés par les institutions. Okay, donc,
même s'il se passe quelque chose de... Si par exemple, il y a je sais pas, une machine d'IRM qui explose ou whatever, et puis que c'est à cause des dommages corporels, ce ne sera pas de la responsabilité du chercheur, ok. Ça va être la responsabilité de l'institution. Il y aura des conséquences pour les chercheurs, évidemment, mais disons qu'il y a, ouais, il y a différents boucliers de protection légale qui existent, et puis différents niveaux de responsabilité qui existent entre les sujets, chercheurs, institutions et puis gouvernement. Ok. Ok, ça on en a déjà parlé. Consentement libre et éclairé, risque plus que minimal. Ça on en a parlé aussi. J'ai une question. Oui, oui. Est-ce que le fait d'être ingénieur apporte une couche supplémentaire par rapport à la loi des professions puis la responsabilité qu'on a? C'est un très bon point. C'est un très bon point parce qu'en tant qu'ingénieur, vous faites partie de l'OIQ, de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous avez eu ça. Vous avez probablement eu des cours à Poly, des cours similaires à celui que je suis en train de vous donner là, parce que vous faites partie directement de... Est-ce que vous faites partie de l'ordre? Non. Est-ce que vous faites partie de l'OIQ en sortant de Poly? Non, il faut faire une demande, hein, c'est ça? Oui, Ouais. exact, il faut Ouais. faire une demande. Ouais, c'est ça, ok. Bon, parce que moi, en l'occurrence, je fais partie de l'OIQ, mais j'ai passé un examen d'éthique, en fait. Ok. Et c'est intéressant parce que l'examen que j'ai passé, il est un peu similaire au cours que je suis en train de vous donner, mais tourné plus vers la profession ingénieur. Ok. C'est-à-dire avec des exemples du style, si on construit un pont et que le pont il s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, l'OIQ, en fait, a aussi une certaine responsabilité sur les aspects éthiques, okay, qui n'est pas les mêmes, et puis qui ne sont pas les mêmes formulations que ceux des politiques des 3 conseils qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est d'autres formulations, mais il y a également un code d'éthique et de déontologie pour l'ingénieur au Québec, où il y a l'équivalent en Ontario et dans les autres provinces. Donc, si vous êtes ingénieur biomédical, vous êtes du coup normalement paré sur tous les aspects éthiques parce que vous avez vu les choses 2 fois. Ok, bon, ça on l'a vu. Il y a un peu de répétition parce que là on est sur les annexes spécifiques aux règles qui reprennent un peu les principes généraux qu'on a déjà discutés avant. Ça c'est surtout sur l'aspect consentement libre et éclairé. Okay. C'est le détail. Confidentialité des informations. Ça c'est quelque chose dont on a discuté au 2e cours sur justement l'administration des placebos est inacceptable lorsqu'il existe des interventions ou des traitements couramment dispensés. Okay. Donc encore une fois, le CER est là pour s'assurer que les choses sont faites correctement d'un point de vue éthique. Bon, concernant les essais cliniques, les essais cliniques de phase 1 permettent habituellement d'étudier la toxicité pharmacologique des nouveaux médicaments. Ils font appel à des sujets sains pour la plupart du temps.
les essais de phase 2 visent à étudier la toxicité à court terme, à moindre degré l'efficacité. Les essais cliniques de phase 3 permettent surtout d'analyser l'efficacité pharmacologique et à un moindre degré la toxicité à court terme. Et les essais cliniques de phase 4, appelés études de surveillance, suivent la mise en place sur le marché, permettent surtout d'examiner la toxicité et l'efficacité sur le long terme. Okay. Les essais cliniques d'appareils médicaux, par exemple implants, posent des problèmes d'ordre éthique semblables à ceux liés aux 4 phases de la recherche pharmaceutique. Et puis bon, ça peut soulever des dilemmes d'ordre éthique unique qui sont afférents au processus de consentement libre et éclairé et pourraient provoquer des conflits d'intérêts. Par exemple, les nouveaux stimulateurs cardiaques. Ça, c'est un exemple justement qui avait été posé. Je pense que c'était par... j'ai oublié ton nom, mais tu te trouves tout en haut à droite de ma matrice Zoom. Que c'est ça, les nouveaux stimulateurs cardiaques qui peuvent coûter parfois plusieurs milliers de dollars, doivent être implantés chirurgicalement si on veut pouvoir en évaluer l'efficacité et les éventuels effets secondaires. Donc, selon les instances administratives, les régimes de soins de santé assument les coûts de frais chirurgicaux alors que les droits de propriété intellectuelle sont généralement du ressort du commanditaire de l'essai. Donc là, les chercheurs et les CER doivent s'assurer que les sujets ont eu toute la liberté d'exercer avant l'essai et pendant toute la durée de l'essai leur droit à un consentement libre et éclairé. Okay. Donc encore une fois, pour ne pas leur donner de faux espoirs, okay, de participer à une étude. Alors, ça c'est la recherche, c'est la page web qui a été prise il y a très longtemps de Polytechnique. Donc je pense que maintenant elle est un petit peu plus jolie parce qu'ils ont refait leur site web. Mais vous avez accès ici à la plupart des documents importants, okay, les documents que je vous ai envoyés, politique des 3 conseils, modalités d'application, et puis tous les formulaires. Si vous voulez déposer un projet de recherche, vous passez par cette page web. La page de la FDA, okay, qui inclut différentes réglementations des US en termes de Food and Drug Aspects, et puis l'équivalent au Canada, qui est donc Santé Canada. Est-ce qu'il y a des questions? Any questions? Juste pour revenir à votre exemple initial de la compagnie qui brûlait les gens, ouais. Puis vous avez dit justement qu'il y a une responsabilité qui incombe aux futurs ingénieurs biomédicaux qui vont être déployés dans l'industrie à essayer d'adhérer à l'éthique. C'est justement, est-ce que on doit s'attendre à ce que les compagnies pour lesquelles on travaille s'équipent d'un CER ou c'est vraiment plus on nous encourage à disséminer ce genre d'informations? Bon, déjà, on vous encourage à la transparence. Et puis, on vous encourage à interagir avec le CER pour justement minimiser les risques que ce genre de situation arrive. Je sais que c'est une réponse un peu... c'est une réponse un peu classique et bateau, là, mais... Mais est-ce que c'est reconnu qu'en ce moment, parce que je ne connais pas vraiment la situation au Canada, est-ce qu'en ce moment, il y a un grand manque de CER avec l'industrie ou ça se passe plutôt bien, puis c'est vraiment il y a des situations problématiques, mais c'est assez rare? Ou bien est-ce que c'est le Far West, puis tout le monde fait ce qu'il veut? Puis... Bon, j'ai pas de chiffres là. J'ai pas de chiffres
Mais ma vision un peu globale là, de ce qui se passe, et encore une fois, je suis biaisé par le domaine, par mon domaine de recherche, c'est que j'ai l'impression que les choses se passent, disons, assez correctement en fait, et puis que c'est pas le Far West. Mais bon, je suis certain que des problèmes éthiques arrivent tous les jours là. Le but, c'est d'essayer de les minimiser, en fait, à mettre en place ces instances. Bon, j'ai mis à jour la page avec le nouveau site web de Polytechnique. C'est un peu plus joli. Quand même nostalgique de voir Windows XP encore. Aïe, aïe, aïe. Effectivement. On va faire la même chose pour Santé Canada. Ah, ils ont aussi remis leur site à jour. Très joli. Alors, ce sera des pages qui seront avec une saveur Covid. Ouais, peut-être que je devrais pas mettre ça. Ouais, je devrais mettre ça. Mais ça, si j'ai Que dans bien les années... compris, Ouais. pour les placebos, on ne peut pas administrer un placebo si il y a déjà en fait, mettons, un médicament ou un traitement courant qui fonctionne bien. Disons que en fait, alors c'est là où justement on tombe dans des zones grises, c'est que bon déjà l'administration de placebo est inacceptable lorsqu'il existe des interventions, des traitements couramment dispensés. Donc là, le concept de couramment dispensé est déjà une zone gris, right? Ouais. À des populations particulières. Et puis le mot particulière est aussi gris. Donc il n'y a pas de oui ou non, ça va dépendre ça va dépendre des situations. Ok. Pour des cas, c'est si on prend des maladies graves, sévères, agressives, comme des cancers, où là, il serait, de manière générale, si on donne toujours, ou dans la grande majorité des cas, des traitements particuliers, ben, on ne va pas donner des Ouais. placebos à des personnes. Right? Si c'est des maladies beaucoup moins graves, et ben là, on peut peut-être donner des placebos. Donc, ça va vraiment dépendre de la situation. Ok. Il est 11h15. Normalement, le cours s'arrête officiellement maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any more questions? J'ai une question, monsieur. Oui. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait un commentaire sur le projet en groupe ou pas Ok. encore? Bah, on peut parler de ça. Ouais, bien sûr, le devoir, actuellement. Ouais. Alors, le devoir, donc ça, l'énoncé vous sera donné. Si on va sur le groupe de projet, je vais arrêter de partager ça.